Merci Olivier, c'est très intéressant comme d'habitude. J'ai juste une annonce, il y a quelqu'un qui a perdu ses lunettes de vue, donc si jamais vous trouvez des lunettes à terre, mettez-les de côté ou donnez-les-moi. Ah, superbe. Tant mieux. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à Bank of the West. Ça a perdu. Non, voilà. Thierry Gabadou et Thomas. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est dur de passer après la fiscalité. Hier soir, on était devant à peu près 180 personnes à Palo Alto. Et ils venaient de recevoir cette annonce que, un, il y a quelque chose qui s'appelle l'exit tax, et deux, il y a quelque chose qui s'appelle PFIC, Passive Foreign Investment Corporation. Vous avez compris ce que c'était. Donc ça, c'était les bonnes nouvelles. Donc on vient après ces bonnes nouvelles. Donc c'est bien comme moment. Donc je suis Thierry Gabadou. Ça fait 18 ans que j'habite ici, moi. Et j'ai vécu 8 ans ou 6 ans à Los Angeles. Je suis rentré en France pendant 10 ans. Et je suis revenu ici, il y a maintenant 18 ans. Donc en tout, c'était 24 à peu près. Et pourquoi c'est intéressant pour moi et pourquoi je vous le dis, c'est parce que je suis une de ces personnes qui était très intéressée à écouter justement ce qu'a dit Nouvelle Vie, ce qu'a dit aussi Olivier, parce que c'est dans ma planification de retraite. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes. Et je reconnais un certain nombre de personnes, parce que comme je disais, ça fait un certain nombre de temps que je suis ici, soit qui m'ont connu quand j'étais le président de l'Union des Français de l'étranger, soit en qualité de CGPI, on dit en français, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Mais maintenant, je suis à Bank of the West depuis 7 ans à peu près. Et je vais laisser le soin à Thomas maintenant de se présenter, mais je suis en charge de la Banque internationale, de International Banking Group, pour le monde retail. Merci Thierry. Thomas Simonet. Moi, je m'occupe de la partie Wealth Management. J'ai un peu moins d'historique sur le sol américain, parce que je suis arrivé il y a 1 an. En revanche, j'apporte ma compétence patrimoniale, ça fait plus de 15 ans que je suis gestionnaire de patrimoine et responsable de banques privées et de régions banques privées pour BNP Paribas en France. Et c'est ce lien, ce pont entre les États-Unis et la France que l'on va ce soir essayer de vous apporter au travers de notre présentation. Alors je vais commencer par une question. J'ai fait ça la même chose hier soir et j'ai été très intéressé de voir le résultat. Qui savait que Bank of the West était une filiale de BNP Paribas à 100%? Un peu plus. C'est mieux. C'est ma banque. C'est mieux, vous allez gagner. Non, c'est surprenant. Hier, c'était dans la Silicon Valley. Bon, c'est vrai que c'est loin de San Francisco. Ça doit être à peu près 30%. Mais il faut savoir que Bank of the West est une filiale depuis 2001 à 100% du groupe BNP Paribas. C'était l'ours. L'ours n'est plus là, maintenant c'est le logo BNP Paribas, donc c'est clair que maintenant on a fait le changement. Donc j'ai toujours dit que Bank of the West c'était une société qui était locale. Alors les gens me regardaient en disant qu'est-ce que c'est que ça? Et bien c'est vrai, c'est une banque qui est locale, local bank, qui a quand même 11 000 employés et qui a à peu près 700 agences dans 19 États aux États-Unis, mais qui fait partie d'un groupe qui pèse 192 000 personnes et qui est dans 74 pays, et donc qui a toutes les capacités à sa disposition quand nécessaire et si nécessaire. Et ça c'est important. L'aspect local, c'est pas géographiquement local, c'est culturellement local. Alors concernant le Wealth Management, on bénéficie justement de ce côté global. Et Bank of the West Wealth Management s'appuie sur un réseau de 18 Wealth Centers avec à peu près 500 personnes, 500 gestionnaires, Wealth stratégistes. On a notamment embauché il n'y a pas très longtemps un notaire français qui est maintenant sur le sol américain, qui est là pour vous aider, vous accompagner, avec des gestionnaires de portefeuille et des gestionnaires de patrimoine comme Stéphane qui est au fond de la salle et qui pourra répondre à vos questions aussi tout à l'heure. Bank of the West Wealth Management, c'est aussi donc c'est 1800, bon, une ouverture à New York
voilà, l'Ouest attaque l'Est, on va dire. Et on a ouvert au printemps notre bureau à New York. C'est 17 milliards d'actifs sous gestion et une présence dans la baie au travers de San Francisco, de Saint-José, de Palo Alto, de Walnut Creek, East Bay, et également dans la Sonoma et la Napa Valley. Donc 150 professionnels à votre service afin d'étudier avec vous et de vous accompagner dans l'ensemble de vos démarches patrimoniales. Alors, on est organisé avec 3 segments. La banque privée, Wealth Management, chez Bank of the West, c'est accessible à partir de 250 000 $ d'avoir sur nos livres, avec un segment qui monte jusqu'à 5 millions de $, de 5 millions jusqu'à 25 millions de $. Et ensuite, nous avons les ultra high net worth, au-delà de 25 millions de $. On parlait de la globalité et du support de la banque de BNP Paribas, du groupe. On est reconnu dans notre industrie au travers de nombreuses récompenses, notamment on est première banque privée en Europe, en Asie également, dans le cadre de la philanthropie, et on a été récemment récompensé sur le territoire américain au niveau de l'Ouest Amérique. Donc on a vu ensemble, avec Nouvelle Vie, ce qu'on appelle le revenu garanti. On a vu aussi, avec Jade, l'aspect fiscal de ce revenu garanti. Là, ce qu'on voit sur le slide, je n'ai même pas regardé, mais je suppose que l'on voit sur le slide, quelles sont les autres questions qu'il faut se poser. Parce que ce n'est pas uniquement là qu'il faut s'arrêter. Pourquoi? Parce que quand on prévoit sa retraite, quelle est la première démarche à faire, d'après vous? Ben, c'est d'établir un budget. En clair, de combien d'argent j'ai besoin à ma retraite, par rapport à quelle espérance de vie, par rapport à quel niveau d'inflation chaque année, et ainsi de suite. Donc on sait, on a un élément d'information qui nous a été donné, ça y est, on sait quel est le niveau garanti qu'on va avoir de la France, on sait potentiellement aussi le niveau de garantie qu'on va avoir des États-Unis, mais est-ce que c'est suffisant? Donc il y a des questions à se poser. Quel va être mon budget? Pour quelle espérance de vie? Quels revenus vont garantir mes besoins primordiaux? Quels revenus vont garantir mes besoins secondaires? C'est ce qu'on appelle en anglais need to have and nice to have. Comment mettre à profit ma période d'expatriation pour ma retraite? Olivier en a parlé juste 2 minutes en disant, quand je me pose la question, est-ce que je vais rester ici 3 ans ou est-ce que je vais rester 5 ans? Pour l'instant, je ne vais rien faire parce que je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de planifier? Donc ça, c'est un élément important. Comment mettre à profit de leur GDI? Sont-ils avoir en adéquation avec l'objectif du revenu au moment de la distribution? Bon, ça, c'est lié au budget, bien sûr. Et puis ensuite, je vais passer à l'autre, c'est est-ce que, parce que ça, j'ai vu ça aussi dans ma carrière ici, est-ce qu'un retour en France veut dire systématiquement que, en plus du retour physique, c'est tous mes biens qui rentrent en France? Il y a une tendance générale qui est de dire, bon allez, ça y est, je rentre au bercail, comme on dit. Mais est-ce que c'est la bonne façon de réfléchir? Donc c'est ça qu'on va couvrir, et en fait, ce qu'on a décidé de faire avec Thomas, c'est de voir un petit peu quel est le cas du couple D, alors ça peut être Dupont, ça peut être Durand, mais un cas typique, un cas récurrent, qu'on a vu à travers les années, où aux États-Unis, le couple a une maison dans la baie de San Francisco. Vous savez probablement que la Californie est dans le régime de la communauté de biens. Donc c'est bon à savoir, surtout quand on peut faire avoir des réflexions sur le fait qu'on est marié sous le contrat de la séparation de biens en France. Comment ça marche tout ça? Citoyen américain ou résident permanent, ça peut avoir des implications en matière successorale. Investissement dans la société plus un 401k, alors là, qu'est-ce que j'ai mis là? C'est parce qu'il y a un certain nombre d'entre nous, par exemple, travaillant dans une entreprise qui nous donne des stock options ou des stocks, et donc on bâtit son patrimoine avec un stock dans un secteur d'activité. Est-ce que c'est vraiment diversifié tout ça? Pas vraiment. Donc il faut se poser ces questions, parce qu'on peut avoir un 401k à part, mais on peut avoir une concentration dans une industrie, dans un stock, etc., qui fait qu'au moment de sa retraite, peut-être qu'on a besoin d'être plus diversifié.
compte de dépôt plus fonds investis avec Bank of the West, BNP Group ou avec un autre money manager. Ça aussi, il y a un impact fiscal à tout ce que l'on fait, que ce soit ici aux États-Unis ou en France, et ce qu'on va rapatrier. Pas de trust. Alors là, je vais encore m'amuser. Hier, j'ai posé la question à l'audience, qu'est-ce qu'il y a un trust? Et j'étais surpris de voir le nombre. Alors, qu'est-ce qu'il y a un trust ici? D'accord. Qui est-ce qui est citoyen américain ou résident permanent? D'accord. Et donc, le contraire de non-résident, c'est... Enfin, non-résident permanent. D'accord, donc un petit peu moins. Il y a des notions qu'il faudra intégrer, et ça, bon, Olivier peut en parler plus en tant que CPA, ou un estate attorney aussi. C'est que même si on rentre en France, en tant que citoyen américain ou résident permanent, on peut avoir un certain nombre de protections en matière successorale qui sont bien plus importantes qu'en France. Donc dans ces réflexions-là, il faut peut-être se poser la question, est-ce que par exemple les biens immobiliers que j'ai ici, est-ce que vraiment je vais les vendre et les rapatrier en France? Ou est-ce que j'ai peut-être intérêt à conserver ce patrimoine immobilier, par exemple, dans un trust? Alors il y a des mots qui sont cités comme Revocable Living Trust, etc. Je ne sais pas si on va couvrir ça un petit peu plus tard, mais on pourra répondre après les questions. Vas-y, toi en France. Et donc, je prends la partie française, étant le plus jeune entre nous. Évidemment, notre couple a pu conserver son ancienne résidence principale. Il a pu la mettre en location, c'est un cas qu'il faut analyser. Il a pu garder également des actifs financiers au sein de son pays d'origine. On a vu, et Olivier en a parlé, des impacts sur l'assurance vie. Donc, faut-il la conserver, pas la conserver? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'optimise? Et puis, ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Bon, dans ce cas, très bien. Sachez juste que, attention, dans certains cas, la mutabilité du régime matrimonial est existante pour toutes les personnes mariées après le 1er septembre 1992 et que ça peut impacter sa détention des biens dans le pays de nouvelle résidence, notamment aux États-Unis. Donc ça, c'est un point à aborder. Et puis, il souhaite acquérir, comme Thierry l'a dit, notre bien en France. Donc, est-ce que c'est possible? On va essayer de regarder, de répondre à toutes ces questions avec ce cas. Donc, pour les questions patrimoniales, aux États-Unis, donc j'ai dit une maison dans la baie de San Francisco, citoyen américain, pas de trust, donc apparemment, un certain nombre d'entre vous avaient des trusts. Quelqu'un m'a posé la question hier, pourquoi un trust? Bon, il y a ce qu'on appelle les probate courts. Les trusts, généralement, c'est pour éviter les probate courts. C'est-à-dire que si on n'a pas de trust, il n'y a pas une désignation bénéficiaire qui est claire, qui est précise. Donc, s'il n'y a pas de désignation bénéficiaire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. À ce moment-là, c'est un juge de probate qui s'en occupe et qui nomme un exécutant qui ensuite peut prendre jusqu'à hauteur de 6 à 8 mois pour s'occuper de ce patrimoine. Donc, une des premières choses que les gens font, c'est faire un trust à partir du moment où ils commencent à acquérir des biens. Et des biens, notamment, qui n'ont pas une désignation bénéficiaire, comme par exemple de l'immobilier. Donc, point d'attention, les questions qu'il faut se poser, c'est, premièrement, quel est l'impact fiscal de l'impôt sur le revenu et des droits de succession quand je prends mes biens et je les transfère ou je les garde? Sur les biens rapatriés en France, sur les biens restants sur le sol US, l'abattement aux États-Unis, c'est de 11 180 000 pour un résident permanent, pour un citoyen américain. Donc ça veut dire que pour un couple, c'est près de 22 millions, c'est plus de 22 millions, 22 millions 36 ici. Donc c'est quand même très important comme abattement. Donc c'est des questions qu'il faut se poser. L'impact du régime matrimonial, à qui sont les biens? J'ai parlé de communauté de biens, Thomas a parlé de mutabilité du contrat. Donc, à qui il faut, auprès de qui il faut se renseigner? Théoriquement, c'est poser des questions, bien entendu, à des gens comme Olivier, Sureau et son équipe ici, en matière de fiscalité. C'est notamment des estate attorneys, ce qu'on appelle en France des notaires. C'est pour ça que Thomas parlait de la personne qui est notaire dans notre staff.
Et puis, c'est des supports de banques internationales, de trust départements, d'ingénierie patrimoniale qui travaillent avec ces experts pour s'assurer que la réflexion est bien globale, que la réflexion est bien internationale. Notamment les gens qui se disent je vais prendre une retraite, allez, 50% aux États-Unis, 50% en France, parce que j'ai beaucoup voyagé au début, et ainsi de suite. Et puis après, je peux me poser la question, notamment par rapport à l'assurance maladie, où est-ce que c'est le meilleur endroit pour prendre sa retraite, et on va couvrir ça un petit peu. Tout ça font partie des interrogations qu'il faut se poser. Donc, c'est pour ça que je disais tout au début, il y a le revenu garanti, c'est très bien, il y a des avantages fiscaux, certains, il y a l'exit tax aussi, mais en parallèle, il y a ces réflexions à avoir. Concernant notre couple, il y a les questions autour de la gestion d'actifs et de leurs actifs financiers. On l'a vu, ils ont des investissements aux États-Unis, ils ont des comptes de dépôt, ils ont des polices d'assurance vie, là c'est le décès, je vous explique Olivier tout à l'heure, l'assurance vie avec, par exemple, BNP Paribas. Alors, quelle question, quel point d'attention on doit avoir ici? Évidemment, on parlait du need to have, nice to have, c'est se constituer une épargne. Évidemment, nous sommes banquiers, nous gérons des actifs et nous sommes là pour vous aider à justement constituer cette épargne avec un certain nombre d'outils de financial plan qui vont pouvoir vous être proposés et puis des outils un peu plus développés en fonction des segments que nous avons vus tout à l'heure lors de la présentation de Wealth Management. Évidemment, c'est aussi la diversification, et là, la force d'un groupe comme BNP Paribas, c'est d'apporter toute cette diversification, toute cette spécificité, cette connaissance pour pouvoir vous proposer des produits, outre les produits classiques, ceux qui existent aux États-Unis, d'autres ouvertures et d'autres visions et supports d'investissement. Évidemment, et là, donc Jade Associates Olivier a bien parlé des spécificités des placements en retraite, comme le 401k, comme les SIFI ou les IOL. On a également des offres que l'on développe autour des produits structurés, de l'ISR. Si vous voulez investir de manière socialement responsable, nous sommes très avant-gardistes sur le sujet et nous avons beaucoup d'offres de propositions. En tout cas, vous pouvez trouver votre compte sur nos différents styles d'investissement. Donc qui, évidemment, un partenaire financier, nous en sommes un, avec des équipes dédiées à cette culture, cette double culture américaine et française, pour pouvoir vous conseiller à tout niveau et au mieux de vos intérêts à chaque étape, et pour ne pas faire de bêtises par rapport aux conséquences fiscales que nous avons vues précédemment. Alors les outils d'analyse, j'en ai parlé, et puis des offres d'investissement sur mesure et des solutions parfois de crédit assez innovantes, pour faire du leverage ou autre, pour encore une fois répondre à votre situation, vos besoins qui sont tous personnels. On a presque fini. Là, on va toucher la partie assurance maladie. Bon, j'ai travaillé avec des gens qui me disaient, par exemple, moi, je veux planifier ma retraite en France parce que l'assurance maladie, la couverture notamment, est bien meilleure, pas nécessairement au niveau soins, mais en matière de couverture financière, est bien meilleure en France qu'aux États-Unis. Et ils ont d'un seul coup changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans mon cas. C'est-à-dire que leurs enfants ont épousé des Américains et Américaines. Ils sont maintenant ici, aux États-Unis. Et d'un seul coup, je vois les racines, moi, qui poussent sur mes pieds, en disant, voilà, ça y est, je reste ici pour la retraite. Bon, et par rapport à ça, il faut se poser des questions qui sont liées notamment aux soins, ce qu'on appelle custodial care. Est-ce que vous savez ce que c'est, custodial care? C'est aussi une façon de dire la dépendance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a au niveau de Medicare, qui est l'assurance maladie, que l'on commence à obtenir à partir de l'âge de 65 ans, à partir du moment où on a cotisé. Il y a malheureusement un gap où la couverture n'est pas bonne pour tout ce qui est des activités journalières, où on a besoin d'aide, du style se nourrir, se toucher, contenance, et ainsi de suite. Donc il y en a 5 ou 6 en fonction, mais c'est des éléments qui sont très peu couverts. Donc si on est en skilled nursing, par exemple, c'est-à-dire qu'on a été malade et on est dans une section
de maisons de retraite et skilled nursing. Medicare va couvrir ça à 100% pendant 20 jours. Puis après, il y aura une co-assurance de l'ordre de 167 $ par jour, disons, jusqu'aux 100 jours. Après 100 jours, c'est de sa poche. Et généralement, les activités journalières, donc qui sont celles de maisons de retraite et ainsi de suite, sont très peu couvertes. D'où un certain nombre de choses qui sont proposées par les institutions financières, vous l'avez compris, qui sont ce qu'on appelle long-term care insurance, qui sont des choses auxquelles il faut penser quand on a les cheveux gris comme qu'on a dans les 50 et quelques années, voire plus, et qu'on se dit, bon, ben, on va essayer de financer ce gap potentiellement, parce que ce gap n'est pas couvert par Medicare. Donc ça fait partie des réflexions. Et en France, eh ben, si on rentre en France, ben, il y aura peut-être besoin d'une assurance complémentaire de dépendance. Donc c'est encore une fois des choses à planifier. Et l'idée ici, c'est vraiment de poser des questions peut-être qu'on ne se pose pas nécessairement, parce qu'on a tendance, culturellement peut-être, à vouloir dépendre de revenus garantis. Et en fait, il y a plein d'autres choses à tenir en compte. Dernier volet, la partie immobilière de notre couple. Alors ici, ils souhaitent rentrer en France pour la retraite progressivement à partir de 67 ans. Et pour cela, acheter quelque chose. Ils avaient leur résidence principale, peut-être voilà, un petit terre à Paris. Et finalement, pour la retraite, ce serait peut-être bien mieux d'être sur la Côte d'Azur ou Aix-en-Provence ou que sais-je, pour passer ces 2 jours. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Donc, les points d'attention, c'est déjà, premièrement, moi en tant que résident américain, citoyen peut-être, ou en tout cas résident permanent, est-ce qu'il est possible que ma banque m'accompagne? Ma banque ici, aux États-Unis, ou ma banque en France. Quelles sont les démarches? Est-ce que mes revenus de source américaine, évidemment, je travaille ici, seront pris en compte par la banque américaine ou la banque française? Et puis-je être assuré? C'est important de se dire que voilà, s'il m'arrive quelque chose, on fait de la protection et que l'assurance pourrait couvrir et ne pas laisser une dette ou une charge à mes héritiers. Donc, à toutes ces questions, la réponse est oui, c'est possible. C'est possible en France. On a des équipes dédiées. Alors, vous savez qu'on parlait beaucoup de FATCA tout à l'heure. Quand FATCA a été mis en vigueur, il y a certaines banques qui n'ont pas pu couvrir et suivre les citoyens, en tout cas les US personnes. Donc certains sont venus nous voir en disant on m'a dit gentiment que c'était fini ou je ne peux plus rester avec vous. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Donc, nous les avons accueillis les bras ouverts et on a dû évidemment mettre en place beaucoup de structures pour pouvoir supporter toute cette réglementation et pouvoir travailler en toute sérénité avec les US personnes. Donc en France, nous avons des équipes dédiées. Vous êtes client de BNP Paribas, vous serez suivi par une agence spécialisée dédiée aux US personnes pour pouvoir vous accompagner en toute sécurité, et pour la banque et pour vous. Et donc oui, ces équipes peuvent financer un bien en France, il y a certaines conditions. On vous demandera une legal opinion, on vous demandera certainement de l'apport, évidemment. En tout cas, vous pouvez en discuter avec votre banquier en France, BNP Paribas, et vous pourrez également discuter à distance avec lui pour enfin, évidemment, ensuite se rendre sur place pour faire votre acquisition. Donc, la réponse est oui. La réponse est également oui, si je peux être assuré, puisque, en tant que personne, certains ne peuvent pas le faire, d'autres peuvent le faire, et on vous invitera et on vous aiguillera. Donc, nos clients bénéficient de cette relation, et ça, c'est la partie globale du groupe BNP Paribas, de pouvoir vous apporter cette capacité. Et puis également, ici, aux États-Unis, on pourra vous aider à financer. En tout cas, vous avez des biens, on a des solutions de crédit qui pourront être adaptées en fonction de votre situation. Alors, un autre élément important, c'est parler de taxes, c'est que si vous avez ce bien que vous allez acquérir en France, ce bien, vous allez y aller pendant l'été, et puis vous allez peut-être le mettre en location également, ça va générer des revenus, et puis comme justement vous allez y aller, vous allez en profiter, il sera meublé, et donc peut-être vous pourrez choisir
plutôt une option de loueur en meublé sur ces biens. Alors tout ça, ça donne de l'intérêt à votre crédit. Évidemment, vous pouvez investir cash et acheter votre bien, mais également l'intérêt du crédit peut vous apporter certaines optimisations, et notamment, comme on l'a vu, fiscales, sur la déductibilité des intérêts, mais également au niveau protection avec une assurance sur votre crédit. Donc tout ça, ce sont des éléments que l'on peut, parce que nous parlons, parce que nous sommes des deux côtés de l'Atlantique, nous pouvons en tout cas vous accompagner et être au plus près de vous pour pouvoir étudier l'ensemble de ces cas. Toujours sous couvert de vos intérêts, avec une étude au préalable, qu'on peut faire au niveau américain, sur la partie américaine, et ensuite qui sera faite par nos homologues en France, les ingénieurs patrimoniaux et les gestionnaires de banques privées. Donc BNP Paribas, un groupe au service des Français. Pour terminer, donc votre patrimoine a une histoire, écrivons son avenir ensemble. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter, vous savez où nous trouver. Si vous voulez d'ores et déjà commencer à avoir des informations au niveau de la gestion financière ou autre, nous avons une application, Voice of Wealth, que je vous invite à télécharger. Il y a du réseau, vous pouvez le faire dès maintenant. La pancarte ici vous indique un petit peu qu'est-ce que c'est. Et ça vous permet déjà de découvrir le monde de la gestion de patrimoine. Et nous serons ravis de vous accueillir dans les centres de banque privés ou dans les agences avec les équipes de Thierry ou les équipes dédiées au Wealth Management à San Francisco. Merci de votre attention. Voilà, grand bravo. Vous avez été merveilleux. Il est quoi? Il est 9h30. Écoutez, de la fiscalité, des banquiers et... Bravo, un grand bravo. Au fait, c'était quoi le numéro de l'article de la Convention dont on a parlé tout à l'heure? Voilà. Bravo. Merci Thierry, merci à Bank of the West. Maintenant vient donc le temps des questions-réponses. Vous avez donc tous nos spécialistes qui sont là. Et vous posez vos questions et le meilleur, le plus adapté répondra. Qui a une première question? La question c'est comment démarrer le processus, sachant qu'on va faire sa retraite dans 1, 2, 3 ans. Quel est le meilleur moment pour démarrer le processus? 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance? Sachant que c'est fini. Au moins 4-5 ans avant. Non. 10 mois. Comme je vous l'ai dit, donc, vous bénéficiez de la convention bilatérale. Si vous initialisez votre demande depuis les États-Unis, faites-le au moins 10 mois. Au moins 6-7 mois. D'accord. Le temps, parce que vous allez déposer dans le bureau local, donc à San Francisco ou dans la ville où vous habitez. Ça va partir à Baltimore. Il y a déjà un temps d'attente. Il faut que ça arrive à Baltimore. C'est loin, Baltimore, ce sera la côte est. Ensuite, il faut que Baltimore très gênant envoie un formulaire normalisé à Paris, enfin à Tours, j'ai un demande pour les États-Unis. Voilà. Donc ça prend un certain temps. Il y a des dossiers qui passent très vite. On a un client à Philadelphie qui a le dossier retraite a été liquidé en Apex. Tout a été, mais c'est marginal. On part plutôt sur. Alors je discutais avec une personne, elle a mis 15 mois pour avoir sa retraite. Donc, il faut anticiper quand même. Est-ce que vous pouvez le faire sur Internet par rapport à la France? Parce que j'ai commencé à le faire sur Internet. Non, vous ne pouvez pas initialiser votre demande en résidant à l'étranger depuis la France, parce que ça ne fonctionne pas sur Internet. Et deuxièmement, parce que vous devez le faire depuis le bureau local de la Social Security. Et le formulaire est un formulaire que vous ne trouvez quasiment pas dans les bureaux, vous le trouvez en ligne. C'est un formulaire vraiment spécifique pour les retraites internationales. Ce n'est pas exclusif aux retraites françaises, mais c'est pour toutes les retraites internationales, pour tous les pays avec lesquels les États-Unis ont des conventions. Oui, alors, comment ça se passe quand on a travaillé toute sa vie aux États-Unis et qu'on décide de rentrer en France, qu'on veut travailler encore pendant une dizaine d'années et puis prendre sa retraite en France, par exemple? Même principe, vous ferez une demande de retraite en France, et donc c'est la France qui initialisera votre demande de retraite aux États-Unis avec application de la convention bilatérale.
Sachez une chose, c'est qu'à l'ambassade de France à Paris, il y a un bureau de la SFA. Vous pouvez aussi avoir accès à un certain niveau d'information. Voilà. Le principe est le même. Je veux dire, tout a été normalisé, les relations entre les organismes ont été normalisées entre la sécurité sociale française et la sécurité sociale américaine. Donc à partir du moment où c'est initialisé d'un côté ou de l'autre, il y a des normes à remplir et ça fonctionne bien des deux côtés. Après, on a affaire à des administrations, donc c'est pas simple. C'est-à-dire quand vous allez aller déposer votre dossier de demande de retraite dans le bureau local, à San Francisco, doivent connaître. Mais quand vous êtes au Texas, je peux vous dire qu'ils vous regardent avec des yeux comme ça. Il faut se battre pour qu'ils prennent le dossier. Non, mais dans certains bureaux, nos clients nous disent mais ils ne veulent pas de mon dossier. Ils veulent demander à parler au manager. Il faut vraiment que vous ayez. Bien. Oui, quand on fait la demande, c'est-à-dire par exemple, je le demande au 1er janvier, et si ça prend, comme vous dites, 15 mois pour aboutir, entre-temps... Alors, normalement, les versements sont rétroactifs à effet car effet au 1er janvier. Rétroactif. Vous n'avez pas des questions pour mes collègues? Mais vous ne voulez pas prendre votre retraite américaine, parce que vous voulez la prendre plus tard, c'est-à-dire peut-être 66 ou 70 ans. Comment ça se passe? Vous remplissez un dossier de demande de retraite, donc le dossier est normalisé, et vous dites que c'est que pour la retraite française. Vous n'appliquez pas pour la retraite américaine. Et donc, la STSA va être juste une chambre d'enregistrement, c'est tout. Ils vont juste servir de boîte aux lettres entre vous et la France. Voilà, Non. Si vous voulez recevoir votre retraite française sur un compte français. Vous pouvez, si vous avez un compte en France, je vous le recommande, madame, ça vous fera beaucoup moins de frais de banque. Voilà, effectivement, soit vous le rapatriez par intervalle régulier. Si vous avez 3 versements, vous faites un virement aux États-Unis ponctuellement, vous dépensez votre argent en France. Ils ont peut-être des solutions à vous proposer pour éviter les frais. Voilà, donc. Voilà. Mais c'est effectivement une solution à recommander de faire verser vos retraites françaises sur un compte en France. Sachez une chose, au niveau des comptes bancaires, pour tout citoyen français, le droit à avoir un compte bancaire est un droit opposable. Donc si les banques vous refusent un compte, il y a un processus, allez sur le site de la Banque de France pour pouvoir savoir comment vous faire ouvrir un compte. Madame, oui, si pour obtenir votre droit à la retraite en France, il faut que vous additionnez les trimestres américains, est-ce que vous pouvez quand même demander en premier la France? Oui, parce que les trimestres, ils vont juste servir à déterminer si vous allez avoir votre taux plein. La France, elle va vous calculer votre retraite sur le nombre de trimestres que vous avez. Si vous avez 100 trimestres en France, dans les cas, la formule, ça va être le SAM multiplié par le taux multiplié par 100 divisé par 166. On ne va pas se servir des trimestres américains pour vous calculer votre pension. On va se servir uniquement des trimestres américains pour déterminer votre durée d'activité totale et voir si vous pouvez avoir à 62 ans une retraite à taux plein. C'est tout. Ce que j'ai bien compris tout à l'heure, quand on a travaillé dans plusieurs pays, les accords bilatéraux, par exemple les accords bilatéraux entre pays européens. Mais on ne peut pas travailler dans 3 pays européens et accumuler ce qu'on a travaillé aux États-Unis, ça marche pas. On ne peut pas cumuler l'accord européen et la convention franco-américaine. Monsieur? Oui, alors, j'ai de la chance de lui poser une question sur la BNP. Je discutais ce matin avec les banques privées à Paris. Je suppose que j'ai un compte banque privée en France. Et j'avais précédemment discuté avec les banques de l'Ouest pour savoir quels étaient les avantages d'une relation directe entre Banque de l'Ouest et BNP Paribas à Paris. On m'a dit qu'en fait, ça ne servait à rien. À cause de fait. Alors, est-ce que vous avez une opinion sur la question? J'en ai une. Merci. J'en ai une. Donnez-moi le nom. Non, je rigole. En effet, comme je l'ai expliqué, FATCA c'est compliqué et on a eu mis du temps à bien appréhender le sujet pour pouvoir travailler sereinement. Et donc, il est vrai que dans la culture,
est resté le fait que, FATCA, US Person, on trouve monsieur un comptable. Là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, aller voir nos concurrents. Et parfois même, on ne savait même pas que Bank of the West existait. Alors ça, c'était avant. Et maintenant, voilà, on travaille avec ces équipes au plus près. J'ai géré des centres banques privées dans l'ouest parisien. Voilà, au départ, on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les US Person. Après, on s'est organisé, on a transféré nos US Person dans des centres dédiés et on les a formés pour pouvoir justement parler aux US Person dans des bonnes conditions. Après, il y a tout l'aspect qu'est-ce que font nos collègues américains. Quand on est en France, c'est un peu nébuleux. Voilà, il y a Bank of the West. Alors West, c'est à l'ouest. Mon client va à New York. Bon, ici, on est à San Francisco. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là également, on s'est organisé. On est une banque américaine. Ici, Bank of the West, c'est une banque américaine. Et on a cet attachement au groupe BNP Paribas, une filiale à 100%. Et du coup, on apporte, et c'est pour ça qu'il y a des personnes comme moi, d'autres personnes dans cette salle, qui viennent aussi de France, qui viennent justement pour apporter de la compétence, de la connaissance et pouvoir travailler en harmonie avec nos équipes. Donc l'avantage aujourd'hui, c'est celui qu'on essaie de vous expliquer ce soir, c'est ce bridge, ce pont que l'on fait entre les États-Unis et la France pour pouvoir justement vous conseiller, vous faire les bons choix. Les équipes françaises sont rodées, on peut faire beaucoup de choses. Certaines choses ne sont pas possibles. Certaines choses, on ne peut pas les faire, mais on vous l'expliquera et on vous accompagnera en fonction de vos projets. Et puis ici, la même chose, avec encore une fois, en s'attachant les services de quelqu'un comme un notaire au niveau de la Wealth Strategy, c'est aussi pour élever notre niveau de conseil en local en tenant compte de ces aspects transborder. Comment est le statut des pensions de reversion? Alors, dans la future réforme, il y a eu une polémique. On a voulu dire qu'ils allaient les supprimer. Le président a dit qu'on n'allait pas les supprimer. En tout état de cause, les personnes qui perçoivent des reversions aujourd'hui, elles ne seront pas remises en cause. Les droits versés aujourd'hui ne seront pas impactés par la future réforme. C'est plus les futurs droits à ouvrir. Donc effectivement, il va y avoir une ouverture de réflexion sur tous ces aspects familiaux qui étaient pris en compte au niveau des régimes actuels, les trimestres pour enfants, les reversions. Effectivement, ça a été mis en place à une époque où les femmes travaillaient peu. Donc voilà, maintenant, a priori, la reversion ne devrait pas être annulée ou arrêtée, mais on verra plus précisément comment ça sera fait. Monsieur Question pour continuer le sujet avec la BNP Bank of the West. Vous conseillez qu'on vous contacte directement, qu'on appelle l'agence internationale BNP? Contactez-moi directement et je suis en charge de la clientèle internationale pour Wealth Management et j'aurai plaisir à discuter avec vous et vous aiguiller vers les bons interlocuteurs. Nous sommes citoyens de trois pays, États-Unis, Canada et la France. If I can ask this in English, we'll circle back French. But is it opportune or to our benefit to go back to France via Quebec, make a transition between, because it seems to be more complicated to go from the United States back to France, whereas I believe there are far more opportunities and accords between, for sure, Quebec and France. Question is that? What kind of complications? Well, I mean, I understand that there's a lot more benefits to the French who have moved to Canada. Instant Medicare, for example, things like this, education and whatnot. Are there benefits to retirement? Are there opportunities that are perhaps better as a Canadian moving back to France than going direct from the USA? If that makes any sense. The question makes sense, I just have no idea, to be honest with you. Well, the thing is that, yeah,
you're talking about healthcare. There's fiscal. There's all kinds of factors that you need to take into consideration. From a healthcare perspective, I think that what our friend Olivier was talking about is that as long as you just kind of participate in your social fees within the income, which is global, and sadly you're entitled to healthcare. But I don't think I'm not sure that there are agreements between Canada and France for that matter. I know there are some agreements for schooling, for instance, for universities and so on, but even that is changing right now too. Well, I know there are certain European countries who are granted instant Medicare in Quebec when they arrive without any delay. I understand that there are many Bonne soirée. Bonsoir. benefit from very excellent tuition in Quebec versus the rest of Canada. That's correct. So I'm just wondering, in a sense of sharing the nationalities that we have to try to find, I'm not trying to cheat the system, I'm just saying. No, sure. Just to see what you can leverage in terms of nationalities. Yeah. I mean, look at America here. If you don't have Medicare before 65, right? Yeah. I mean, young students who come here in their teens and 20s, their nearest hospital is a Walgreens or a Rite Aid. But Monsieur, je vous propose, comme ça, un cas vraiment particulier, voyez directement, on va pas déranger toute l'assistance juste pour un cas. Moi, j'ai une petite question en ce qui concerne une succession. Je vais recevoir, par exemple, une petite succession de 20 000 euros en France. Est-ce que ça serait plus intéressant d'être payé là-bas en France sur un compte en banque que j'ai en France, ou d'être viré ici, ou d'avoir un virement, point de vue fiscal, je suppose, ou les deux, ou les deux. Point de vue fiscal, ça va pas changer grand-chose pour moi de toute façon, parce que de toute façon, tant que vous ne dépassez pas 100 000 $, vous n'avez pas d'obligation de déclaration aux États-Unis. Ah d'accord. Parce qu'au niveau de la succession, après, au niveau des formulaires FBAR, notamment, le FIN 114, dès lors que vous dépassez 10 000 $ sur un compte en France, vous aurez une obligation de déclaration aux États-Unis. Donc si vous percevez cette somme en France, ça veut dire que vous serez au-dessus des 10 000 $, donc vous aurez une obligation de déclaration. Il n'y aura pas un impôt à proprement parler, c'est de la déclaration. Mais au niveau fiscal, ça ne va pas changer, à part avoir une obligation de déclaration, ça ne va pas changer grand-chose de votre côté. Et au niveau des successions, la succession, de toute façon, c'est la personne qui vous donne qui sera taxable en France. Donc vous allez percevoir juste cette somme, et dans la mesure où ce n'est pas au-dessus de 100 000 $, vous n'aurez pas d'obligation de déclaration de cette succession ou donation aux États-Unis. Ah d'accord. Donc c'est plus intéressant de recevoir directement un virement international du notaire à un compte en banque ici? Alors là, pour le coup, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez conserver ces fonds en France, en Europe, et parce que vous avez certains besoins, vous pouvez les transférer directement ici. J'aurais tendance à dire que tout dépend vraiment de votre objectif. Si par exemple vous voulez investir ces fonds, et non, bah, tiens, ça va compléter mes actifs de retraite, peut-être que ce serait plus intéressant de les faire venir ici, en fonction encore une fois de votre stratégie patrimoniale, parce que la gestion financière sera plus facile depuis les États-Unis sur les comptes américains que depuis les États-Unis sur les comptes français où il y a beaucoup plus de limitations. J'ai encore la question des 10 000 $ dont monsieur faisait référence. On ne peut pas avoir plus de 10 000 $ sur un compte. Si on a moins de 10 000 $ sur un compte en France, on n'a pas besoin de le déclarer ici, c'est ça? Alors, ce n'est pas sur un compte. Si la somme de tous vos comptes en banque, à un moment donné dans l'année, ne dépasse pas 10 000, vous êtes OK. Mais il suffit que, par exemple, j'ai une bêtise, vous ayez 2 comptes en banque. Ouais. Et sur chacun des comptes en banque, vous avez 6 000 $ en tout. Ouais. Et vous avez 2 comptes en banque en France. Et quand en année... 1er janvier, vous avez 6 000 $ sur le compte 1 et vous transmettez ces 6 000 $ sur le compte 2 en cours d'année. En fin d'année, on va faire l'addition. À un moment donné, j'avais 6 000 $ sur le compte 1, 6 000 $ sur le compte 2, ça fera 12 000. Donc plus de 10 000, alors qu'en fait, techniquement, vous ne les avez pas. Donc c'est un peu plus subtil que ça. Donc il faut faire attention à... Donc si c'est 10 000 $, déjà, c'est la somme de tous les comptes. Et puis il faut être sûr que vous ne fassiez pas le virement de compte à compte entre 2 comptes français. Parce que là, vous serez au-dessus de 10 000 si vous avez 8 000 $. Mais autrement, on n'a pas besoin de déclarer un compte en banque français sur notre déclaration d'impôt si ça ne dépasse jamais 10 000 $. Ça ne dépasse jamais 10 000 $. Par contre, faites attention, quand on a des revenus financiers aux États-Unis, il y a un schedule qui s'appelle le schedule B.
Mais dans ce KDB, on vous demande est-ce qu'à un moment donné dans l'année, vous aviez un compte en banque à l'étranger. Toujours mettre oui à cette question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je vais pas faire de déclaration parce que je suis en dessous des 18 $ et qui mettent non. Et là, ça veut dire on ment sur sa déclaration fiscale. Il faut faire attention. Il faut bien mettre oui, toujours remplir oui, j'ai un compte, mais par contre, j'ai pas besoin de le déclarer fiscalement. Merci. Alors, quelle utilité une maison qui est de 100 $? Alors ça, c'est juste une obligation de déclaration. Ça dépend d'où vient déjà l'héritage. Si c'est de quelqu'un qui est en France, c'est en France qu'on paye l'impôt sur les successions ou donations. Donc l'acte de succession donation aura lieu en France, on peut avoir le droit de succession en France de façon exclusive. Donc aux États-Unis, on est protégé par les conventions fiscales. La convention fiscale va vous dire on est taxé dans le pays de résidence de la personne qui donne ou qui décède. Par contre, dès lors que vous avez plus de 100 000 $, vous percevez plus de 100 000 $, que ce soit sous forme de cash ou sous forme de propriété, vous avez une obligation de déclaration. Donc vous faites un formulaire qui s'appelle le 3520. Ce formulaire, on le fait chaque année quand on touche cet argent, en fait, ou cette donation. Vous avez une obligation de déclaration. Donc 3520, c'est le formulaire à faire. Par contre, si vous ne le faites pas, c'est 25% de pénalité. Je voulais aussi ajouter qu'on aura une réunion d'information sur les donations succession au mois de mars. Donc vous serez tous invités. Et là, ce sera une réunion complète sur tous ces aspects-là. Donc vous aurez les réponses de tous les cas de figure. Monsieur J'ai une question sur le legal opinion. Vous avez dit pour faire un prêt pour un legal opinion. Et moi, quand j'ai fait plusieurs prêts en France et j'ai eu aucun accompagnement de BNP Paribas pour trouver un avocat qui était compétent pour me donner le legal opinion. Et c'est le Far West qui m'a proposé des 10-20 000 $ pour remplir un document de 2 pages. Donc je voulais savoir si vous aviez des accompagnements, quel est le meilleur moyen de trouver ce legal opinion. Alors ça, c'est un vrai sujet et on est en train de travailler sur des partenariats pour pouvoir avoir des attorneys, des avocats qui vont pouvoir faire cela. Alors le coût, il faut évidemment le relativiser par rapport à votre acquisition, ça peut être important, mais ce coût, c'est également la responsabilité de l'avocat qui va confirmer pour votre compte votre capacité à emprunter, notamment en Europe et en France. Et donc, c'est pour ça que cette legal opinion est nécessaire. Donc voilà, aujourd'hui, Bank of the West est en train de travailler sur le sujet justement. Alors, on a quelques partenaires sur lesquels on pourra vous aiguiller pour pouvoir obtenir ce legal opinion dans des meilleures conditions. On est tout à fait conscient que c'était quelque chose qui était à vous à faire seul. Ça reste quelque chose que vous devez faire. En revanche, on vous aiguillera. Comme on a des partenaires ce soir, on vous proposera plusieurs choix. À propos des retraites, je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris le côté bilatéral. Est-ce qu'on a intérêt à planifier à l'avance où est-ce qu'on voudrait faire la demande de retraite? Si c'est aux États-Unis, est-ce qu'on peut faire un calcul et se dire ça n'a pas vraiment d'impact. Je veux dire que vous soyez localisé en France ou localisé aux États-Unis. Votre retraite elle sera calculée en fonction des droits acquis dans chaque pays, sur la durée d'activité de chaque pays. Donc ça revient au même, tout à fait là-dessus. On va prendre une petite dernière. Encore deux et puis on s'arrête. Monsieur, quelle est la dernière J'avais une question sur le windfall elimination process. Ça s'applique si c'est moins de 30 ans travaillé ou bien est-ce que les années vécues aux États-Unis comptent également? Non, c'est 30 ans de cotisation aux États-Unis. De travail avec des cotisations versées aux États-Unis. Vous avez vécu sans travailler, c'est pas pris en compte. Vous n'êtes pas connu à la Social Security si vous ne cotisez pas. Dernière question. Oui, vous avez mis en évidence une possibilité d'éviter le windfall elimination program en faisant la demande spécifiquement auprès de la sécurité sociale américaine, c'est ça? Alors, c'est pas uniquement ça. Il faut que, pour l'éviter, il faut qu'on applique la convention bilatérale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se serve de votre période travaillée dans l'autre pays pour vous ouvrir un droit, ou en France ou aux États-Unis. À partir du moment où un des deux pays tiendra compte pour vous ouvrir un droit de votre période de travail dans l'autre pays, le web ne s'appliquera pas. Merci à vous tous. Bonne soirée. Et, si vous voulez,
de votre côté, on vous attend.